Alliance Vinesa déménage. Elle emporte quelques affaires coincées dans cet abri de fortune d'à peine 2 mètres carrés. Comme elle, plus de 1500 personnes ont vécu dans ce camp ces derniers mois. Des familles sinistrées de l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021. Ça a été une année de calvaire et on n'avait pas d'eau potable, pas de médicaments et les enfants n'étudiaient pas non plus. Nous avons été complètement abandonnés, mais aujourd'hui nous sommes contents. Nous remercions Dieu car nous allons enfin être relogés dans des maisons dignes. À 3 km du camp, 120 logements sociaux ont été construits à l'initiative de la gouverneure intérimaire de la province de Lualaba. Un lot de consolation qui ne concerne qu'une poignée de sinistrés. Alliance et son mari retrouvent le sourire. Ils vivront ici avec leurs 6 enfants, hébergés durant des mois en famille d'accueil à Goma. Nous sommes très nombreux à avoir tout perdu à cause du volcan. Mais nous sommes reconnaissants pour cette maison. Nous voudrions simplement avoir accès à un hôpital et à une école pour que nos enfants étudient. Le projet a été inauguré en grande pompe, en présence d'officiels venus de Kinshasa et de Lualaba. Le gouvernement congolais l'affirme, des travaux suivront. La construction de 120 abris définitifs constitue un bon début pour la reprise d'une vie normale dans ce territoire de Nyiragongo. Mais la majorité des sinistrés vit toujours dans des camps. Près de 4000 familles touchées par l'éruption volcanique attendent depuis plus d'1 an d'être relogées par l'État. Alexis, bonjour. Bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe de la RFI. Merci de nous appeler de Lubumbashi. Votre voix se robotise quelque peu. On va tendre l'oreille. Vous souhaitez que l'on revienne sur la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Kagame à Luanda en Angola? Oui, monsieur Anne. Alors que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont accordés jeudi sur un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. J'avoue ne pas comprendre car le M23 n'était pas à la table de négociation et le Rwanda n'a jamais affirmé son soutien aux groupes armés. Comment peuvent-ils s'accorder sur un cessez-le-feu? C'est une excellente question que vous posez, Alexis. On a donc contacté l'un de nos correspondants à Kinshasa. Bonjour, Patient Ligodi. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, Patient. Vous êtes l'un des correspondants de RFI. Comment peut-on s'accorder sur un cessez-le-feu alors que le M23 n'était pas physiquement présent au moment de la rencontre? Il faut déjà noter que la décision d'un cessez-le-feu est un enjeu majeur de cette réunion, du moins pour l'Angola et la RDC. L'Angola parce que le pays veut affirmer son leadership dans la région et veut s'imposer comme principal médiateur dans cette crise. La RDC pour des raisons évidentes, stopper l'avancée du M23 et tenter de reprendre le contrôle de la situation sur le terrain. Dans une situation des 2 contre 1, du moins au sujet de cette question de cessez-le-feu, le Rwanda s'est retrouvé un tout petit peu en minorité. Cependant, Kigali s'est rapidement rattrapé dans la presse et sur les réseaux sociaux dès le lendemain de la tripartite, à travers Vincent Biruta, qui est le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie rwandaise a nié toute décision de cesser les feux parce qu'évidemment, elle irait en contradiction avec la ligne que le Rwanda a toujours défendue et ferait de facto de ces pays une des parties prenantes, en tout cas, à la crise de manière directe. Voilà, le Rwanda qui a donc nié toute décision de cesser le feu. Vous avez une autre question, Alexis? Oui. Les conclusions de ces rencontres sont différentes selon les 2 présidences. Comment l'expliquer? Alors, comment expliquer ces différences, Patient Ligodi? Ces conclusions reflètent 2 visions, 2 positions et 2 camps qui s'opposent. Pour la RDC, il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. Kinshasa brandit ses preuves pour démontrer que l'armée rwandaise est impliquée sur le territoire congolais. Toujours selon Kinshasa, les ressources minières congolaises seraient l'enjeu majeur de la nouvelle crise. Les autorités congolaises considèrent le M23 comme un proxy de Kigali et de son côté, le Rwanda a toujours nié toute implication dans la crise impliquant le M23. Il considère qu'il s'agit d'un problème entre Congolais et par ailleurs, le Rwanda accuse de son côté la RDC d'agression. Il évoque notamment des dégâts sur son territoire qui seraient causés par des tirs venant du Congo. De plus, Kigali accuse la RDC de s'allier à ce qui reste des FDLR, vous savez, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les rebelles rwandais actifs dans la partie est de la RDC, ce que démontent les forces armées de la RDC et le gouvernement congolais.
Pierre Boisselet, bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, les présidents congolais et rwandais se sont rencontrés sous les auspices du président angolais en vue d'une désescalade entre les deux pays. Mais chacun est sorti de cette rencontre avec son propre récit de ce qui avait été convenu. Comment peut-on l'expliquer? Oui, en fait, je pense que ça reflète une vision différente de la crise qui oppose les deux pays. Donc, pour le gouvernement rwandais, le M23 est une rébellion congolaise. Et donc, le seul moyen pour résoudre ce problème, c'est que le gouvernement congolais négocie avec le M23. De l'autre côté, le gouvernement congolais estime que le M23 n'est rien d'autre qu'une agression du Rwanda. Et donc, pour le Congo, la priorité, c'était que le Rwanda admette son rôle dans cette crise. Il y a aussi une perception différente du rôle que jouent les FDLR, cette rébellion hutu-rwandaise qui est présente dans l'est du Congo. Du côté du Rwanda, on considère que c'est toujours une menace existentielle pour le pays, alors que côté congolais, on convient que c'est un groupe armé dangereux, certes, mais qui semble être moins urgent à traiter que le M23. Donc, on a ces deux visions, je dirais, assez irréconciliables de la crise pour l'instant. Et on ne sait même pas finalement ce qui précisément a été signé et convenu à Luanda à ce stade. C'est possible en fait que les discussions étaient engagées, mais qu'il n'y ait pas encore eu de conclusion véritablement. Sur le terrain, le M23 a rejeté le cessez-le-feu annoncé à Luanda et semble continuer de progresser. Comment l'expliquer? Oui, en fait, il faut se souvenir que le M23, depuis plusieurs mois, en fait, essaie de négocier directement avec le gouvernement de Kinshasa. Pour quelle raison? On peut supposer qu'en fait, un de leurs objectifs principaux soit d'obtenir que leurs hommes soient réintégrés au sein de l'armée congolaise. Et donc, évidemment, pour aboutir à cet objectif, il faut passer nécessairement par des négociations. Mais pour le gouvernement congolais, il est hors de question de négocier et même de discuter, puisqu'il a qualifié ce mouvement de groupe terroriste. Donc, on en est dans cette situation. Visiblement, le M23 semble avoir comme stratégie de renforcer la pression militaire au point de forcer le gouvernement congolais à négocier et, si possible, à ce qu'il soit dans une position de force. Mais pourquoi est-ce que les FARDC ne parviennent pas à chasser le M23 des zones qu'il occupe aujourd'hui, alors que les forces armées congolaises bénéficient de l'appui de la MONUSCO? Je dirais qu'à la fois les FARDC et la MONUSCO ont des défaillances structurelles qui sont assez bien connues. Du côté des FARDC, on peut citer notamment le manque d'effectifs, le manque d'équipements, le fait que les troupes sont mal payées, qu'il y a des chaînes de commandement parallèles qui rendent la gestion de cette armée assez difficile. Et puis, du côté de la MONUSCO, on peut imaginer que peut-être aussi, pour certains contingents, c'est assez difficile de faire prendre des risques vitaux à ces contingents. La mission a déjà perdu au moins 8 membres de l'équipage d'un de ces hélicoptères il y a quelques semaines dans cette zone. Donc voilà. Ceci dit, c'est vrai, c'est assez notable que le M a un comportement assez différent de la plupart des autres groupes armés dans l'est de la RDC. Il y a beaucoup de groupes armés qui sont présents et certains font énormément de victimes civiles, même plus que la M23 pour certains. Mais généralement, ils n'affrontent pas frontalement l'armée congolaise. Généralement, lorsqu'il y a une offensive de l'armée congolaise, ces groupes-là ont plutôt tendance à fuir, alors que le M23, visiblement, conquiert des positions, les maintient, et donc il a eu un comportement en fait qui est plus proche d'une armée étatique et qui suppose de grandes capacités, une grande puissance de feu notamment. Sur le plan diplomatique, la RDC avait obtenu un appui très fort de la communauté internationale en 2012-2013 et avait exigé du Rwanda qu'il cesse son soutien à ce groupe. Rien de tel aujourd'hui malgré les appels insistants du gouvernement congolais. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est effectivement notable. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui sont allés le plus loin pour l'instant, notamment par la voix de leur ambassadeur à Kinshasa, pour pointer les allégations d'un soutien
rwandais au M23. Mais c'est vrai que d'une manière générale, la communauté internationale est beaucoup moins ferme. Je pense qu'on est dans une situation un peu différente à celle de 2012-2013 à certains égards. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la pression s'était beaucoup intensifiée après que le M23 ait pris le contrôle de la ville de Goma. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Le M23 n'a pas encore pris de centre urbain majeur. Et donc, voilà, la crise n'en est pas tout à fait au même stade. Je pense qu'il y a un autre élément qui est que les chancelleries, notamment occidentales, sont accaparées par d'autres sujets qui sont jugés prioritaires. Je pense à la situation en Ukraine en particulier. Et puis, dernier élément peut-être, les relations entre le Rwanda et plusieurs pays ont sensiblement évolué depuis l'époque. Je pense que c'est le cas notamment avec le Royaume-Uni. Avec la France aussi, je crois que les relations ont beaucoup évolué. Et donc, ces deux pays-là sont des membres permanents du Conseil de sécurité qui pèsent quand même significativement au sein de la communauté internationale. Alors, M23 dit aujourd'hui avoir repris les armes, notamment parce que Kinshasa n'a jamais mis en application l'accord de paix signé en 2013. Pourquoi ce refus? Je pense effectivement un élément qui est au centre de la situation actuelle. Parmi les différents accords de paix de 2013 et même d'autres encore qui avaient été signés plus tard, même jusqu'en 2019, il était notamment question, comme je disais, de la réintégration de certains membres du M23 au sein de l'armée congolaise. Il était aussi question d'amnistie pour certains de leurs membres. En fait, le gouvernement congolais a changé de doctrine, ou au moins a réaffirmé beaucoup plus fortement ces derniers mois une nouvelle doctrine selon laquelle il n'est plus question de réintégrer des membres de groupes armés au sein de l'armée congolaise, et il n'est plus question d'amnistie. C'est des principes qui sont contenus notamment dans le nouveau programme de démobilisation, désarmement et réinsertion qui a été adopté l'année dernière. Alors, ça amène, si vous voulez, le gouvernement congolais à remettre en cause, en fait, certains des aspects des accords antérieurs parce que voilà, la doctrine là-dessus a changé. Le Congo continue à dire que le Rwanda est impliqué, le Rwanda nie. Que dit aujourd'hui la MONUSCO? Alors la MONUSCO, à ma connaissance, n'a pas dit clairement, n'a pas accusé clairement le Rwanda d'être présent sur le sol congolais, à ce stade en tout cas. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, les FARDC ne parviennent pas à avoir de victoire décisive sur le terrain. De l'autre côté, on a le M23 qui est présent et qui continue de réclamer la mise en application de ces accords. Est-ce que la position du gouvernement congolais est tenable pendant longtemps et elle est tenable à long terme? C'est une bonne question. On voit qu'effectivement, sur le terrain strictement militaire, le gouvernement congolais est pour l'instant en difficulté. Mais je pense que pour des raisons politiques, en fait, il lui serait très difficile d'accepter de négocier avec le M23, qui est un véritable repoussoir au sein de l'opinion publique congolaise. Alors, le gouvernement congolais semble compter peut-être sur l'engagement d'une force régionale composée par essentiellement les différents pays de la communauté d'Afrique de l'Est. D'après ma compréhension, le Rwanda ne devrait pas faire partie des troupes engagées directement sur le sol congolais. Néanmoins, ils font partie du projet de force. Et donc, voilà, il est possible que le gouvernement congolais mise sur l'arrivée de cette force pour renverser la vapeur. Pendant ce temps, les attaques attribuées au présumé ADF n'ont pas cessé et font de très loin plus de victimes dans l'Ituri que ce que l'on voit dans le Nord Kivu avec le M23. Et pratiquement personne ne s'intéresse à cette situation. Comment l'expliquez-vous aujourd'hui? C'est vrai que la focalisation sur le M23 a placé un peu au second plan la question des ADF, qui était auparavant quand même l'objet de beaucoup d'attention, qui a justifié notamment l'intervention de l'armée ougandaise.
Mais c'est vrai que depuis ces derniers mois, voilà, il y a, semble-t-il, une moindre focalisation sur les ADF qui opèrent à la fois en Ituri et au Nord Kivu, dans le nord du Nord Kivu, alors que ça reste de très loin le groupe armé qui fait le plus de victimes civiles au Congo. Alors, cette situation-là est assez dangereuse parce qu'il semblerait que des troupes de l'armée congolaise ont été déplacées depuis, disons, le front de lutte contre les ADF vers le front de lutte contre le M23. Et on sait que l'armée congolaise avait déjà beaucoup de mal à sécuriser les civils sur l'ensemble de son territoire. Donc, un des risques de la situation actuelle, effectivement, c'est que l'armée congolaise soit encore plus diluée pour faire face à ces différentes menaces. Pierre Boisselet, merci. Merci.